Alors, cela dit, la première étude sur laquelle nous allons porter notre attention concerne la résilience de la communauté ou des communautés contre l'extrémisme violent. Exemple de réussite, bonne pratique, dimension genre et tentative de conceptualisation. Bonjour tout le monde. Je vais présenter les réponses communautaires. Donc je vais m'efforcer de me coller le maximum possible à la réalité communautaire en utilisant un langage que eux, ils peuvent comprendre de sorte qu'ils puissent valider ce que je vais présenter. Pour cette année, nous avons fait le tour de toutes les localités concernées par le projet. Et le contexte était relativement calme pendant toute l'année. Toutefois, il faut dire que les communautés sont restées conscientes de ce que la menace existe toujours dans le contexte et change de forme. L'autre chose, c'est que face à cette réalité, les communautés travaillent régulièrement à développer des stratégies qui puissent vraiment les aider à se maintenir dans leur contexte, à se maintenir dans leur localité, à rester dans leur village. Parce qu'ils ne peuvent pas changer de village à cause de ce qui se passe dans leur communauté. Alors, l'idée pour nous, c'était de documenter toutes ces réalités-là et de faire en sorte que ça soit valorisé et connu de tous. Pour ce faire, nous nous sommes posés 3 questions essentielles qui sont là. Quelles sont les dynamiques sociales nouvelles induites par la menace sécuritaire dans la localité concernée? La deuxième question, c'est comment celle-ci affecte le vécu des communautés et quels sont les défis nouveaux que cela pose. Et la dernière question, c'est concernant les réponses développées par les communautés. Face à ces questions, nous avons eu quelques résultats clés que nous allons essayer de vous présenter ici. Pour ce qui concerne les dynamiques nouvelles au nord, des groupes armés dans les villages voisins qui font frontière avec les localités, notamment dans les villages comme Sandana, Toubo. Ça, ce sont des villages qui sont confrontés vraiment à ces réalités-là, parce qu'il n'y a que le fleuve qui les sépare du pays voisin. Et cette présence-là induit une autre réalité, c'est que les communautés qui sont des frères, qui sont des parents des villages voisins du côté de la Côte d'Ivoire, traversent facilement la frontière et se retrouvent dans ces localités pour essayer de se retrouver dans des villages plus paisibles. Et l'autre chose, c'est que cette année, on a constaté quelques éléments dans le Bunkani, notamment à Bouna et à Doropo. C'est l'incendie de véhicules, de particuliers et de certains agents représentant l'État. Et le dernier en date, je crois, c'est le dimanche 29 au niveau de Doropo. L'information reste toujours à vérifier, mais voilà. Et l'autre chose, c'est que face à cette menace, on a la présence permanente des forces de défense et de sécurité dans les villages. Au lieu d'être dans les localités, les sous-préfectures, dans les grandes villes, ils se retrouvent dans les villages. Et ça, on l'a constaté dans le Tchologo. Il y a aussi le déplacement massif des jeunes qui se retrouvent dans ces contextes-là et qui n'ont plus d'opportunités pour travailler, qui cherchent à aller quelque part d'autre pour avoir des opportunités économiques. On l'a constaté au niveau de Kafolo. D'autres résultats, c'est la pression sur les ressources. Et je le disais dans l'élément qui vient de passer, que les communautés se déplacent et viennent dans les villages de tout bord, de Sandana et tout ça. Et ça fait que dans ces localités, la demande en termes d'utilisation de terre et d'eau est devenue forte.
Et qui dit déplacement de population parle de tension de cohabitation. L'autre élément, c'est que dans ces localités, le coût de la vie a augmenté. Ça a augmenté dans le sens où les denrées qu'on trouvait sur place, on ne peut plus les obtenir. Quand on part à Kafolo, par exemple, on va vous servir du spaghetti avec des œufs. On va vous faire le petit pois avec des œufs. Parce que désormais, il n'y a plus de peuls dans cette localité, il n'y a plus de bœufs et la viande se fait rare. Pour ne pas dire que ça n'existe presque pas. Et à côté de cela, on a le repli identitaire qui devient assez visible, surtout pour les communautés comme les Peuls. Parce que lorsqu'on parle d'arrestation des personnes impliquées dans les attaques, on a des Peuls dedans. Ça fait qu'ils sont beaucoup indexés et face à ça, ils se replient sur leur communauté et surtout sur leur communauté d'origine. Ça veut dire ceux qui viennent du Mali se mettent ensemble, ceux qui viennent du Burkina se mettent ensemble et tout ça. On a aussi la psychose qui renaît dans la communauté. Parce que quand on est dans une communauté comme Bouna, où on se dit la stabilité revient, et du jour au lendemain, on constate que des véhicules sont brûlés, on se dit, est-ce des voyous, est-ce l'extrémisme violent, qu'est-ce qui se passe dans notre village? Donc la peur renaît et les communautés commencent à s'inquiéter de leur existence dans leur contexte. Il y a aussi la présence continue des forces de défense et de sécurité, qui est une bonne chose parce que ça rassure. Et l'autre chose, c'est la présence importante des jeunes à risque. Parce que dans ces contextes-là, on a réalisé que le présentateur disait tout à l'heure que la jeunesse est vraiment une vue de l'esprit. On est jeune, c'est une mentalité. C'est des gens de 60 ans, de 50 ans qui représentent la jeunesse. Donc, la vraie frange de jeunes n'est pas prise en compte. Donc, eux, ils sont à côté et vaquent à des occupations que personne ne contrôle. Ils ont la liberté d'aller et de venir dans des contextes à risque, sans être inquiétés. Donc, il y a cet élément-là. Face à cette situation, les communautés ont décidé d'essayer, un temps soit peu, de s'organiser de sorte à rester dans leur contexte, comme je le disais, d'entrée de jeu. Et pour ce faire, il y a eu une sorte de collaboration entre les éleveurs et les communautés, notamment les femmes. Ici, on va voir qu'au lieu que les éleveurs soient vus désormais comme des ennemis de l'agriculture ou des dévastateurs des cultures, leurs parcs de nuit qui ont été créés permettent de donner les bourses aux femmes pour fertiliser leurs jardins. Et ça, on l'a constaté dans les communautés du Front. Et c'est quelque chose qui marche assez bien parce que ça permet aux femmes de s'autonomiser, surtout qu'avec le contexte aussi fragile, on ne peut plus se déplacer pour aller très loin pour faire des champs. On est tenu de rester juste dans notre environnement, de sorte qu'on ne rencontre pas l'ennemi. Alors, les espaces à proximité du village, il faut les utiliser à bon escient. Donc, c'est dans ce sens que cette pratique est quand même assez intéressante pour les communautés. L'autre chose, c'est qu'avec assez de déplacés qui viennent, on se dit, est-ce qu'il faut donner la terre comme on a l'habitude de le faire? Alors, les communautés décident d'accueillir les gens, mais de donner un grand temps d'observation aux personnes qui arrivent. Ils peuvent rester dans la communauté, mais on les observe jusqu'à ce qu'on décide qu'on a compris leur raison d'être là et à partir de ce moment, on peut leur donner des terres parce qu'on aura bien analysé. Ça, c'est au niveau de Sandana, toujours dans la région de Kong. Et l'autre chose, c'est qu'à ce niveau aussi, on a décidé de donner plus de valeur, plus de place, plus de poids aux jeunes et aux femmes en termes d'utilisation des terrains, des champs et autres. Donc, on donne plus d'espace aux jeunes, de sorte que ces espaces-là soient sécurisés par
les fils de la localité. L'autre élément aussi important qu'on veut partager avec vous ici et qui a été initié un peu par les Peuls, avec les Peuls, c'est le système des délégués. Ils sont tout le temps dans les conflits entre éleveurs et agriculteurs, mais beaucoup de fois, ils ne participent pas véritablement au règlement. Alors, avec ce système, les Peuls sont à tous les niveaux de règlement. Dans les villages, ils ont des représentants qu'ils appellent délégués. Lorsqu'il y a un problème, ce délégué est chargé de régler au niveau local dans le village avant que ça ne passe au niveau supérieur. Et ça fonctionne assez bien dans le Bunkani, sauf 2 villages où ça ne marche pas. Mais généralement, ça fonctionne assez bien dans le Bunkani et c'est quelque chose qu'il faut regarder de très près. La méthode qu'on a utilisée pour faire cette recherche, c'est la recherche participative. Et les limites, c'est vraiment le temps qu'on a consacré dans les localités. En termes d'agents terrain, nous ne sommes que 2 et nous avons 5 localités à couvrir. Donc, beaucoup de fois, on a moins de temps à passer dans les contextes. Ça a été un handicap. Il y a aussi la planification en lien avec la disponibilité des acteurs dans les localités. Il y a l'accessibilité de certaines localités en saison pluvieuse, notamment une localité comme Gweya. En saison pluvieuse, ce n'est pas conseillé d'y aller, c'est assez difficile. Et puis, il y a aussi la ruée des ONG dans ces localités-là. Donc, ils sont tout le temps occupés à parler à un tel ou à un tel autre. Et ça devient assez pénible et agaçant par moment. En conclusion, on a quelques recommandations à faire. Premièrement, on a constaté dans ces communautés-là qu'il y a assez de défiance au niveau, enfin, vis-à-vis de l'autorité. Alors, il serait intéressant de développer des programmes de formation qui déconstruisent cette façon de faire-là et qui fassent la promotion de l'engagement citoyen. L'autre élément, c'est d'initier des cadres de dialogue inclusif entre les FDS et les populations. Dans ces localités, on a un gros souci de cohabitation. Au-delà même de la collaboration, on a un véritable souci de cohabitation entre les FDS et les communautés. Donc, il faut aller au-delà. Il faut créer des conditions pour que ces entités-là se parlent. Parce qu'ils sont tenus de collaborer, ils sont tenus d'être dans le même espace. Et c'est ensemble qu'ils vont essayer de freiner l'avancée de ce phénomène nouveau. L'autre chose, c'est comment il faut accompagner la communauté Peul dans sa volonté de se structurer. C'est une communauté qui a vécu pendant de nombreuses années de façon recrue. On parle en termes de famille chez les Peuls, mais de plus en plus, ils se structurent, ils créent des associations, ils ont envie d'être visibles, mais la façon de faire leur manque. Alors, il faut les accompagner dedans pour que cette façon de faire-là ne heurte pas la sensibilité des personnes avec qui ils vivent. L'autre élément, c'est d'encourager des émissions radio animées par les Peuls et pour des Peuls. C'est important pour une communauté qui est mal connue de faire sa propre promotion de sorte que plus d'un puisse les connaître. Et il faut valoriser la participation des femmes. On est dans des contextes où la femme est vraiment au dernier plan. On ne demande pas leur avis, tout comme les jeunes. Quand je dis jeunes, je parle de moins de 35 ans. Et c'est une localité où la jeunesse, quand on dit jeune, on voit le petit garçon. On ne va jamais te présenter une jeune fille. La jeune fille, soit elle est enfant ou elle est femme mariée, elle est mère. Donc, il faut faire en sorte qu'il y ait de l'espace pour ces jeunes filles-là, pour faire des choses avec ces jeunes filles, pour faire leur promotion et leur donner la parole. Il faut aussi créer des formations, voilà, pour les femmes, pour des garçons, pour les jeunes en général. Merci. Donc la première question de M. Koko
Peut-on avoir plus de clarification sur la localisation du règlement des différends au sein des communautés? Quel enseignement en tirer pour les communautés en général? Ça, c'est la première question. La deuxième question, quel type de collaboration faut-il entre FDS et population? Voilà, voici les deux questions qui sont sur WhatsApp actuellement. Merci bien pour ces questions. Quand on parle de collaboration entre FDS et communauté, il faut voir ça au sens large du thème, en fait. Je prends véritablement l'exemple de Bouna, où cette collaboration est assez tendue. On a à l'esprit ce gendarme-là qui avait été agressé et qui n'a pas eu de secours dans la communauté où la scène s'est produite, juste parce que cette communauté a eu le sentiment d'être contrôlée de façon abusive par ces acteurs-là. Alors l'idée pour nous, c'est de voir avec les responsables des FDS comment expliquer véritablement le rôle prépondérant de ces acteurs-là dans le contexte aux personnes pour qui ils sont là. Et en expliquant, il faut aussi avoir des journées portes ouvertes où les communautés ont accès à ces forces de l'ordre-là dans un moment de paix, où il n'y a pas de tension, où il n'y a pas de litige à gérer et tout ça. Et ils vont se parler franchement. Et l'autre élément, c'est aussi créer un cadre ou expliquer aux communautés que la présence des FDS, ce n'est pas une sanction, mais c'est la présence effective de l'État aux côtés des communautés et que tout le monde doit être contrôlé et tout ça. Mais ça doit se faire entre ces deux entités et créer des conditions. On a des espaces comme, comment je vais appeler ça, la commission CCM, c'est ça? Civilo-militaire. La cellule. OK. Donc, cette cellule-là, quand tu regardes dans sa faisabilité, on réalise que ce sont plus les civils qui sont actifs. Les forces de l'ordre n'ont pas toujours le temps d'être là et de travailler effectivement avec ces communautés pour être plus proches. Donc, ce sont ces espaces-là qu'il faut animer ou qu'il faut vraiment activer pour que les rôles qu'on leur a assignés soient joués pleinement. Maintenant, la première question en lien avec la gestion de conflits. J'avoue que je n'ai pas... OK. Donc, je reprends la question telle qu'elle est posée ici. Peut-on avoir plus de clarification sur la localisation du règlement des différends au sein des communautés? Quel enseignement en tirer pour les communautés? Bon, j'avoue que je ne vois pas bien, mais je vais essayer. Alors, en prenant c'est M. Koko. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il arrive des fois où les problèmes sont réglés dans les lieux où ces problèmes ont eu lieu. D'accord. Alors, je voulais en fait comprendre comment est-ce que ça se déroulait et puis voir s'il y a des enseignements qui peuvent être tirés en termes de, on va dire, pour l'étendre en fait dans d'autres contextes non liés au marché ou aux zones d'élevage. D'accord. Il y a cet exemple-là, il est vraiment de Doropo. Il est de Doropo avec la communauté Peul de Doropo. Les échanges que nous avons eus avec les communautés Peul de Doropo, ils nous ont expliqué que pour leur intégration, voici comment eux, ils fonctionnent. Les espaces qui sont fréquentés par les Peuls et d'autres communautés, ils ont mis des comités en place pour gérer les conflits qui naissent dans ces espaces. Quand on part sur le marché à bétail, qu'un conflit naît là-bas, on ne prend pas pour revenir en ville. On règle ça là-bas, de sorte que
la cohésion sociale ne soit pas entachée par des problèmes spécifiques. C'est-à-dire un problème lié à la vente de bétail, ça n'a rien à voir avec la cohabitation ordinaire qu'on a. Donc on règle ça là-bas. Un problème qui est survenu entre, par exemple, le Peul et le lobby, on ne va pas étendre sur toutes les communautés, Koulango et autres. Donc l'interface qui est soit quelqu'un qui un Peul qui a soit sa maman lobby, ou bien qui a sa femme lobby, ou qui a des affinités avec les lobbies, fait cette démarche-là vers les lobbies pour essayer de gérer ça, pour ne pas que ça entache toute la vie communautaire au niveau de Doropo. Donc, nous, on a estimé que cette pratique-là était bien parce que ça empêchait d'envenimer les situations, en fait. Quand il y a un problème, on ne généralise pas. C'est en lien avec telle communauté et telle autre, on règle ça ponctuellement. Et pour nous, c'est quelque chose qui est bien. Ça facilite l'intégration. Quand j'ai écouté, j'avoue qu'il y a un mot qui m'est resté à l'esprit. C'est le mot peul. Juste une question, peut-être que, comme je ne connais pas peut-être le contexte, est-ce que dans la zone, dans l'espace de votre étude, il n'y a que les peuls? L'autre question, c'est quel est le profil de la frange ou bien le profil des structures ou bien des personnes que vous pensez qui sont vulnérables, qui sont le plus exposées à l'extrémisme violent dans la zone, dans la bande frontalière que vous avez citée. Parce que quand je regarde et que vous n'avez parlé que sur les Peuls, moi je sais que dans la zone, vous avez les orpailleurs, vous avez des personnes déplacées internes parce que vous avez parlé d'eux, vous avez les trafiquants, et vraiment je ne comprends pas pourquoi est-ce que l'accent est particulièrement mis sur cette catégorie-là. Parce que, vous savez, les groupes armés terroristes, ils sont très intelligents, ils ont plusieurs leviers. Si vous mettez l'accent sur un seul levier, ils vont activer les autres leviers. Merci bien pour votre remarque. À un moment donné, tout à l'heure, vous avez vu que j'ai dit il y a des étapes. Effectivement, il y avait des slides sur l'orpaillage, effectivement, dans ma présentation. Et lorsque on a commencé à vider les espaces d'orpaillage clandestins, on a vu que ces jeunes qui sortaient de là étaient à risque. C'est aussi un espace où les gens sont en contact avec tout le monde parce qu'on ne maîtrise pas qui vient là. Donc, les orpailleurs sont pris en compte dans l'étude. Et l'autre élément, les Peuls, pour l'année 2, on en a fait une spécificité. Parce qu'on a travaillé l'année dernière sur la perception générale. Et la question Peul est revenue avec acuité. Et cette année, on a décidé de regarder la question Peul autrement, pour comprendre qu'est-ce qu'il faut faire avec ces Peuls-là si on ne souhaitait pas qu'ils basculent dans le camp ennemi. Donc, les éléments essentiels de cette année, il y a la question Peul, il y a la question de la jeunesse qui sort de, comment on appelle ça, du contrôle des aînés, mais il y a aussi la question de la relation FDS-communauté. Ça, ce sont les éléments phares de l'année 2. Les Peuls, pourquoi? Parce que c'est une communauté qui est étiquetée, à tort ou à raison, qui a ses raisons, enfin, ses dynamiques internes. Parce que quand on était, par exemple, dans le Bunkani, il a été ressorti que le Peul n'est pas une entité homogène. C'est plusieurs communautés. Et dans ces localités, on a les Peuls qui reviennent de 5 pays, plus ou moins 5 pays. Et il y a ceux qui ont suivi l'EB, pour parler des éleveurs, il y a ceux qui sont dans le commerce et il y a ceux qui sont dans le transport. Donc voilà comment c'est différencié. Et avec la présence de quelques Peuls parmi les personnes arrêtées, cette communauté est devenue, comment je vais dire ça, des personnes qui ne sont pas assez
acceptées. Du coup, on a commencé à les stigmatiser, à tort ou à raison. Alors, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Comment on les aide? Tout à l'heure, vous avez vu que dans les recommandations, on a suggéré qu'il y ait des accompagnements dans la structuration de la communauté. Parce que dans le Bunkani, on a réalisé qu'il y a plusieurs associations. Chacun défend son intérêt. Et quand on veut parler avec des peuples, on ne sait pas à qui s'adresser. On a plusieurs interlocuteurs. Voici la conséquence. La maman vient de le dire. Vous arrivez dans un village ou dans une ville comme Bouna, vous avez au moins 3 interlocuteurs peuls, chacun disant défendre l'intérêt peul. Et quand c'est comme ça, on se demande à qui il faut s'adresser. Il faut prendre tout le monde en compte, certes. Mais est-ce que le temps nous permet? Donc voilà, on a mis l'accent sur le peul parce que c'est une spécificité de l'année 2. Pas parce qu'ils sont les plus choses, mais ça a été une spécificité de l'année 2. Je réponds à votre question. Merci beaucoup. Merci d'abord pour la présentation éclairante. Nous avons beaucoup parlé de la relation des communautés avec les forces de défense et de sécurité. Et moi, je serais intéressée si vous avez eu des informations aussi sur la relation entre les communautés et les autres représentants de l'État. Est-ce qu'ils se sont exprimés là-dessus? Y a-t-il une confiance en l'État, en soi? Est-ce que les communautés se sentent bien représentées et bien entendues par les représentants de l'État? Bon, elle me demande de répondre à cette question parce qu'on a fait une étude sur de perception. L'étude de perception a montré que les communautés font plus confiance aux chefs coutumiers, aux chefs religieux qu'aux agents de l'État. Voilà, c'est ce qu'a montré l'étude de perception. Je vais donner la parole pour continuer. Ok, merci Dr Assalé pour cette précision de taille qui est ressortie de l'étude de perception. Mais il faut dire que quand bien même il y a tous ces risques, il y a tous ces ressentiments, ces communautés restent attachées à l'État de Côte d'Ivoire. On ne peut pas leur arracher ça. Ils sont fiers d'être ivoiriens. Ils sont fiers de faire partie de l'État de Côte d'Ivoire. Comme le dirait quelqu'un dans le Folon, c'est pas parce que ton père ne te donne pas le petit déjeuner tous les matins que tu vas changer de papa. Tu vas juste négocier pour qu'ils se souviennent qu'à des moments, il faut qu'ils te regardent différemment. Pour dire quoi? Ils sont reconnaissants de ce que l'État fait. Certes, ce n'est pas suffisant, mais ça reste leur État et ils sont attachés à l'État. Voilà. L'autre élément qu'il faut voir, c'est vraiment les images qu'on a lorsqu'on fait toute la bande frontalière nord. On a les préfectures, les sous-préfectures, la façon de présenter ces espaces-là. Ce n'est pas toujours joli à voir. Voilà. Par moments, ce sont des bâtiments qui sont assez délabrés. Pour un contexte aussi vulnérable, je pense qu'on doit avoir une représentation de l'État qui soit assez fort et qui permette aux communautés d'en être fiers. Quand je dis c'est ma sous-préfecture, c'est ma préfecture, il faut que ça reflète vraiment l'État de Côte d'Ivoire. Par moment, il y a des espaces où ce n'est pas très joli, mais bon, n'empêche que ces communautés restent attachées à la Côte d'Ivoire et ils aiment la Côte d'Ivoire.